Bien, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bien, alors on peut commencer. Oui, monsieur. Bien, alors donc nous étions où? Donc les deux dernières séances, donc on avait commencé donc les méthodes spectroscopiques, donc pour parler donc plus précisément donc de l'aspect de la spectroscopie d'absorption UV visible. Donc, vous avez compris, donc en fait, que toutes ces méthodes-là, donc c'est des méthodes donc, qui utilisent donc la propriété donc d'interaction de la matière avec des ondes électromagnétiques. On avait parlé donc de ce que c'est qu'une onde électromagnétique, donc de son aspect ondulatoire, de son aspect corpusculaire, de l'énergie qu'elle transporte et brièvement donc des types d'interactions que ce soit avec la matière dans le sens où donc, cette énergie euh, donc, peut être cédée d'une façon, et c'est ces réactions-là de la matière donc, qui va nous donner une idée donc, sur certaines caractéristiques de la matière. Alors, donc, la spectroscopie, donc, c'est que la partie du spectre électromagnétique donc, qui correspond aux dans la longueur d'onde Monsieur? et donc un blanc. Monsieur, il y a un problème de connexion. On a mal entendu. Alors, est-ce que vous m'entendez? Non, on entend mal. Monsieur, on n'entend rien. C'est la même chose. Non. C'est la même chose, monsieur. Maintenant. Ça marche bien maintenant, monsieur. Bien, alors j'étais en train de récapituler un peu donc, ce qu'on avait vu donc, durant les deux dernières séances, donc en parlant donc, des méthodes spectroscopiques d'une manière générale. Donc, ce sont ces méthodes-là donc, où on va utiliser donc, cette interaction entre les ondes électromagnétiques et la matière. Donc, ces interactions, donc, ils vont en fin de compte se résumer donc, à une absorption ou à une, en tout cas, interaction avec ces ondes dans le sens où donc, l'énergie qui est reliée donc, à ces ondes électromagnétiques qui est égale donc, qui est estimée par la formule de Planck, donc c'est-à-dire la constante de Planck que multiplie la fréquence. Donc cette énergie donc, qui est proportionnelle à la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, c'est-à-dire tout simplement plus la longueur d'onde de ces radiations est élevée, donc plus ces radiations ont une longueur d'onde importante, moins elles sont énergétiques. Alors donc en fait c'est cette énergie-là donc qui va être donc absorbée ou cédée par la matière donc d'une manière ou d'une autre. Donc c'est à ce niveau-là que ça se situe donc l'interaction. Donc et à travers donc cette interaction, c'est-à-dire selon comment une matière donc va réagir, donc ça va nous donner une idée donc sur la structure de cette matière. Alors quand je parle de matière, donc ça veut dire donc ce sont des atomes et des molécules. Bien, alors dans le cas qui nous a intéressé donc lors de ces dernières séances, donc en fait c'est juste donc de la spectroscopie UV visible, donc qui correspond donc à l'interaction de certaines ondes électromagnétiques avec la matière. Ce sont des ondes qui se situent donc dans le domaine de l'ultraviolet et dans le domaine du visible, c'est-à-dire qui ont des longueurs d'onde grossièrement entre 200 jusqu'à 800 nanomètres.
Donc, et ces ondes-là, donc, ils interagissent avec la matière. D'ailleurs, donc, c'est le premier appareil donc, spectroscopique dont vous disposez, donc, ce sont vos yeux. Alors, donc, vos yeux, donc, ce sont des appareils, donc, en fait, qui détectent et qui sont sensibles à cette interaction donc, de ces ondes électromagnétiques donc, dans le domaine du visible avec la matière. Donc, si vous voyez des couleurs, donc si vous voyez des objets, donc c'est en fait grâce à ça. Alors, c'est un peu donc, dans ce sens que d'autres instruments ont été donc, imaginés donc, puis donc, confectionnés par l'homme donc, pour étudier donc, les différentes interactions que peuvent avoir les ondes électromagnétiques avec la matière. Alors, bien sûr, donc, vous avez remarqué qu'en fait, que le domaine de l'UV et du visible, donc c'est un tout petit domaine donc, des ondes électromagnétiques, et le domaine des ondes électromagnétiques, il est bien beaucoup plus large que ça. Bien, alors dans la spectroscopie UV visible, donc en fait ces ondes-là, donc ils vont céder des fois, pas toujours, mais il y a cette possibilité donc de céder cette énergie qui est transportée donc par ces ondes électromagnétiques aux molécules. Et qu'est-ce que ça fait au niveau des molécules? C'est juste qu'en fait que ça s'est absorbé donc au niveau électronique, donc c'est-à-dire des électrons vont devenir plus énergétiques en absorbant cette énergie-là. Ils vont passer d'un niveau énergétique, de la couche énergétique donc fondamentale où ils sont, à une couche énergétique supérieure, donc et ça correspond à ce qu'on appelle l'état excité. Alors cet état excité n'étant pas stable, c'est-à-dire rapidement, donc c'est de l'ordre du milliardième de seconde, c'est-à-dire donc tout ça, ça dure 1 milliardième de seconde. Donc, rapidement, ces électrons, donc ils reviennent à leur état initial. Donc, en revenant à leur état initial, ils vont perdre une partie de cette énergie-là. Ils vont la perdre sous différentes formes, donc soit sous une forme de radiation, d'une deuxième radiation électromagnétique. Et puisque donc l'énergie, donc une partie de l'énergie a été perdue, donc en fait cette onde électromagnétique et donc conséquente de cette excitation, donc elle va être moins énergétique que la première, c'est-à-dire elle va forcément avoir une longueur d'onde supérieure à la première. Donc en fait, la longueur d'onde d'excitation, elle est toujours supérieure donc à la longueur d'onde d'émission. Et ce phénomène-là, donc dans ce phénomène-là, la matière va émettre de la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle la fluorescence. Donc, tout simplement, ce que vous appelez fluorescence, donc s'il y a une matière fluorescente, c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est-à-dire il va absorber de la lumière à une certaine longueur d'onde, donc il va en émettre une autre, moins énergétique. Alors, donc, ça peut la céder également donc, par la chaleur, donc tous les objets donc, exposés donc, aux radiations lumineuses et d'une manière générale aux radiations électromagnétiques donc chauffent, donc ça tout le monde le sait, donc ils peuvent céder cette énergie-là sous forme de chaleur, ou bien ils peuvent céder cette énergie-là, donc en la passant d'une molécule à une autre, donc à des molécules voisines. Donc, et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la résonance, et il est d'une importance capitale donc dans certains phénomènes biologiques, notamment dans le phénomène de photosynthèse. C'est comme ça que les plantes arrivent donc à utiliser l'énergie lumineuse, c'est-à-dire en la captant par une molécule et en la cédant de molécule en molécule, donc jusqu'à ce que ça puisse donc catalyser des réactions chimiques. Bien. Alors maintenant, donc c'est tout ça donc qu'on avait vu donc la dernière fois. Donc en plus de la loi, donc on a été jusqu'à démontrer en quelque sorte deviner donc la loi qui relie donc cette absorption à la matière dans le cas de la spectroscopie UV visible. Donc, et vous avez remarqué qu'en fait, que tout ça, donc ça ne renseigne pas ni sur la structure, ni sur la nature de la matière. Donc, cette spectroscopie-là, UV visible, ça ne nous donnera jamais aucune idée sur la nature de la matière. Donc, ça ne nous donnera jamais aucune idée sur ses caractéristiques, sur sa structure. Mais ça nous donne une idée sur sa quantité, c'est-à-dire tout simplement donc ça, dans la majorité des cas, donc bien sûr je parle, donc ça peut donner quelques indices, mais très peu, donc, mais c'est pas ce qui est plus utilisé pour déterminer la structure donc, de la matière par spectroscopie. Donc, mais je disais, donc ça nous donnera donc surtout une idée sur la quantité, c'est-à-dire sur combien de matière vous avez. Alors pour ce faire, donc le schéma
le schéma donc qu'on peut imaginer. Donc c'est ce qui est devant vous. Donc j'espère que vous avez une présentation. Donc vous arrivez à voir pardon la présentation. Oui, monsieur. Oui. Alors voilà donc le schéma qu'on puisse donc imaginer ou concevoir tout simplement. Donc c'est qu'en fait on va avoir de la matière quelque part et puis donc cette matière on va l'exposer donc à des radiations électromagnétiques. Donc et après donc on va voir ce qui se passe, c'est-à-dire en fait ce qui se passe dans le cas des radiations donc UV visibles, c'est qu'en fait une certaine quantité d'énergie va disparaître avant, donc c'est-à-dire le faisceau qui va traverser votre matière, donc va perdre en énergie, il va perdre en intensité. Alors, ce n'est pas toujours le cas, donc ça dépend de la matière, mais il y a possibilité de ce phénomène-là. Et quand ce phénomène-là arrive, donc c'est là où ça devient intéressant. Alors, donc, cette perte d'énergie-là, donc en fait, il a été démontré qu'en fait, qu'il est proportionnel à la quantité de matière, tout simplement. C'est-à-dire, plus vous avez de matière ici, donc plus l'absorption, on parle d'absorption, plus la quantité de lumière absorbée donc, est importante. Donc, il est proportionnel donc, à la concentration, c'est-à-dire à la quantité de matière que je viens d'évoquer à l'instant, et il est également proportionnel au chemin optique, c'est-à-dire à la distance que parcourt la lumière à la rencontre de la matière. Donc, à cette distance-là où vous avez votre matière. Alors, donc, cette proportionnalité, donc, il est valable donc, jusqu'à un certain niveau d'absorption. Et on a défini donc, cette absorption ou cette absorbance, qu'on appelle également densité optique, donc, comme étant le logarithme donc, fait, du rapport de ces deux intensités, I sur I0. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'absorbance. Alors, donc, je disais donc, que cette proportionnalité, donc il va être vrai jusqu'à une certaine valeur, donc jusqu'à généralement un DDO autour de 1. Et on avait expliqué la dernière fois pourquoi, parce qu'en fait, tout simplement, donc ce n'est valable que pour des solutions diluées, c'est-à-dire tout simplement des solutions où toutes les molécules, c'est-à-dire il y en a très peu déjà dans une solution diluée par rapport à une solution concentrée, et puisqu'il y en a très peu, c'est-à-dire chaque molécule aura une chance d'interagir avec des radiations électromagnétiques. Alors, si vous en mettez beaucoup de molécules, si vous en mettez énormément, bien sûr, donc la probabilité ou la chance qu'a une molécule pour rencontrer une radiation électromagnétique donc, va diminuer. Et comme ça, dans votre solution, vous aurez des molécules qui n'ont pas interagi avec les radiations électromagnétiques, donc ce qui n'est pas forcément donc, ce que vous souhaitez. Bien, alors donc c'est pourquoi, donc en fait c'est l'explication, pourquoi donc on fait cette méthode pour avoir des résultats donc par spectroscopie UV visible, il faudra que vos solutions soient diluées, c'est-à-dire il faudra avoir des DO inférieurs généralement à 1. Donc ça, si vous avez fait et déjà votre TP, donc certainement on vous en a déjà parlé. Donc oui ou non? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça? Non, Alors, vous avez fait votre TP? non, pas encore. Ben, bien sûr, donc si vous n'avez pas fait votre TP, donc alors pour ceux qui ont déjà eu leur TP. Oui, monsieur. Donc voilà, donc c'est valable pour des solutions diluées. Donc la raison pourquoi, donc c'est pour qu'en fait que toute la matière que vous avez dans votre solution ait la possibilité d'interagir avec vos radiations électromagnétiques. Donc voilà, donc cette loi-là, donc c'est ce qu'on appelle la loi de Lambert, donc qui stipule que l'absorption elle est proportionnelle à la concentration et elle est proportionnelle au chemin optique. Et pour chaque matière, donc vous avez un coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire donc si vous avez donc une molécule 1, donc c'est pas forcément qu'il va absorber la même chose qu'une molécule 2.
Donc, en fait, cette différence entre les molécules donc, va entraîner des manières, des absorbances différentes à la même concentration. C'est-à-dire, si vous mettez la même quantité de la molécule 1, vous mettez la même quantité d'une autre molécule 2, donc ce n'est pas forcément que vous allez avoir la même absorbance. Donc, cette capacité d'absorber à un niveau, donc elle est liée à la nature de la molécule. Alors, donc, c'est pourquoi, donc, la dernière fois aussi, donc, je vous ai expliqué, donc, en fait, que ce coefficient-là, il va dépendre de la molécule, et c'est ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire ou moléculaire. Donc, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est lié à la nature de la molécule. Donc, la manière d'absorber, donc la quantité absorbée, et il va dépendre de la molécule. Mais pour une molécule donnée, cette absorbance, il est proportionnel à sa concentration. C'est-à-dire, si vous prenez juste une molécule 1, si vous en mettez une quantité 1, vous aurez une DO1. Si vous en mettez le double de cette quantité, vous aurez le double de la DO. Donc, voilà donc, ce que ça signifie. C'est-à-dire, pour une molécule donnée, ça reste proportionnel à la concentration et au chemin optique, mais ça diffère d'une molécule à une autre. Donc, c'est-à-dire, donc, pour prendre un exemple concret, donc pour une molécule 1, pour une concentration 1, vous aurez une DO de 0,1. Si vous mettez une concentration double, vous aurez une DO, une absorbance de 0,2. Alors, si pour une autre molécule, pour la même concentration 1, vous avez une absorbance de 0,5, alors maintenant, donc, si vous doublez, vous aurez 1. Donc, c'est différent. Donc, le niveau d'absorption, il est différent d'une molécule à une autre, mais ça reste proportionnel pour chaque type de molécule. Bien. Alors maintenant, donc, ce coefficient donc, de proportionnalité, donc vous l'avez compris la dernière fois, donc c'est la pente de la droite d'absorbance en fonction des concentrations. Donc, c'est la pente de cette droite, et ça signifie rien d'autre qu'en fait que l'absorbance d'une mole. Donc, le coefficient en epsilon, là, donc en fait, donc la DO, la loi de Beer-Lambert, donc c'est epsilon fois C fois L. Donc, en fait, ce coefficient d'extinction en molaire qu'on désigne par epsilon, donc en fait, c'est exactement l'absorbance d'une mole. Donc, ça correspond à l'absorbance d'une mole donc, de cette molécule-là. Bien. Alors maintenant, tout ça, on l'avait déjà expliqué la dernière fois. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous intéresser le plus? Ce sont des aspects pratiques. C'est-à-dire maintenant, donc, on va imaginer donc, que vous avez des solutions. Et vous allez être amené, donc on vous demande tout simplement de faire une mesure de densité optique. Alors, comment vous allez faire? Alors, pour ça, donc j'aimerais bien qu'il y ait un minimum d'interaction, donc parce que sinon, donc je vais juste réciter, donc comment faire. Alors maintenant, donc je répète ma question. Alors, vous avez une solution et ce qui vous est demandé, c'est de réaliser donc une mesure spectrophotométrique, c'est-à-dire une mesure de densité optique. Comment faire? Il faut faire des radiations. Alors, vous avez donc un spectrophotomètre. Donc, un spectrophotomètre, donc en fait, c'est ce qui est schématisé devant vous en gros, c'est-à-dire vous avez donc une source qui va vous donner donc votre lumière, vos radiations électromagnétiques, donc soit dans l'UV, soit dans le visible. Donc, vous avez ce qu'on appelle un monochromateur, c'est-à-dire quelque chose qui va sélectionner une longueur d'onde. Alors, donc ici, donc, quand vous avez de la lumière, donc vous savez très bien que c'est un mélange de différentes longueurs d'onde. Donc, vous avez un monochromateur qui va vous sélectionner une longueur d'onde. Et c'est cette radiation monochromatique, c'est-à-dire qu'il y a une seule longueur d'onde, qui est de la même longueur d'onde, que vous allez donc faire exposer, donc ou plutôt, donc votre matière, vous allez la faire exposer donc à cette radiation.
radiation-là. Donc après, donc votre appareil, donc en fait, il se débrouillera donc pour vous mesurer le rapport des intensités émises et transmises pour vous donner la DO. Donc voilà, donc en fait l'appareil, donc il est fait comme ça pour mesurer une intensité avant que ça traverse votre échantillon, puis mesurer l'intensité après et après donc qu'elle ait traversé votre échantillon, faire le rapport et vous donner la DO, puisque la DO, donc en fait, c'est le logarithme du rapport de ces deux absorbances-là, de ces deux intensités. Alors, vous avez votre appareil, vous avez votre solution. Alors, comment faire? Je vous écoute. Allez-y, donc ayez du courage. Donc en fait, donc ici, donc par rapport à ce que vous connaissez pas, donc je vais pas trop vous critiquer. Donc par contre, donc peut-être donc Monsieur, la lumière d'intensité I0 va traverser. Monsieur, il faut émettre des radiations sur notre solution en mesurant l'intensité avant et après mais la solution. c'est votre appareil qui le fait. C'est bon, donc je vous dis, donc vous avez un appareil, donc il a été bien fait, il a été donc confectionné par ça, donc vous avez votre solution, donc en fait ici donc vous avez aussi donc les cuves dans lesquelles donc c'est des sortes de tubes, sauf que c'est pas des tubes cylindriques, c'est des tubes carrés, donc c'est ce qu'on appelle une cuve. Donc ces cuves-là, ils peuvent être soit en plastique transparent bien sûr, donc pour que ça puisse laisser passer la lumière. Ça peut être en verre ou ça peut être en quartz, tout simplement. Donc, ça dépend de ce que vous voulez mettre là-dedans. Donc, il y a des solvants, il y a des liquides, tout simplement, que vous ne pouvez pas mettre dans du plastique parce que ça interagit avec le plastique. Donc, c'est pourquoi donc, il y a différents matériaux. Donc, pour ces cellules ou ces cuves spectrophotométriques, donc soit du plastique, soit du verre, soit du quartz. Peu importe, donc ça c'est un peu un détail. Donc l'essentiel que vous avez ici quelque chose de transparent, vous allez mettre dedans votre solution, vous allez la mettre dans votre appareil, donc votre appareil, donc il va vous donner une certaine valeur, donc en fait qui correspond à votre DO. Donc en fait l'appareil, donc il est fait pour ça, il est fait comme ça, bien, très bien. Alors maintenant, donc si vous faites ça, c'est-à-dire donc vous prenez votre solution, vous la mettez dans votre cuve, vous l'introduisez dans votre appareil, donc et vous fermez donc votre appareil pour qu'il n'y ait pas de la lumière donc du jour ou la lumière de la salle qui entre dans votre cellule, donc et qu'il n'y ait que juste cette radiation là qui va traverser votre cuve. Donc l'appareil il va vous donner une certaine valeur. C'est son travail, il est fait pour ça. Il est fait pour ça, donc il va vous donner une certaine valeur qui correspond à votre DO. Alors maintenant, cette absorbance que vous avez, c'est-à-dire cette DO que vous donne votre appareil, il correspond à quoi? Ça va correspondre à quoi? L'absorbance de la matière. Quelle matière? C'est Il correspond à la densité optique, oui, il correspond à l'absorbance, mais l'absorbance de quoi? simple, c'est ça le problème. Est-ce que les ondes électromagnétiques peuvent interagir avec la matière de la cellule? C'est-à-dire la matière de la cellule. C'est-à-dire la matière, donc en fait, de la cuve. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors maintenant, donc en fait, en faisant ça, en mettant votre solution ici, dans votre cuve, vous allez mettre votre cuve dans
dans votre appareil. Donc, votre appareil, donc, il va vous donner comme résultat une certaine valeur de DO ou d'absorbance. Alors maintenant, ma question, donc cette absorbance, elle va correspondre à quoi? À la L'absorbance de la quantité solide. précise de la matière. Comment? À la quantité précise de la matière. Non, il va vous donner, on fait tout ça, toutes ces méthodes-là, en fait, on les a faites, on a réfléchi à ça et on l'a préparé pour que ça vous donne une idée sur la concentration. Alors maintenant, dans un cas pratique, donc vous mettez une solution dans votre appareil, dans une cuve, et vous la mettez dans votre appareil, ça vous donne une DO. Cette DO, cette absorbance, ça correspond à quoi? Le témoin. On n'a rien entendu, monsieur. Monsieur, Il y a un monsieur, problème de connexion. on n'a rien entendu. Apparemment, le prof n'est pas là. Oui, il est parti. Il a un problème de connexion. Je pense qu'il va revenir. D'accord. Bien. Alors, pardon, je m'excuse, donc on reprend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Monsieur, c'est bon. Bien. Alors, la question, donc en fait, toute simple, donc c'est cette absorbance que vous obtenez et il correspond à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a absorbé? Monsieur est De la lumière. Comment? C'est l'énergie portée par les ondes électromagnétiques qui était. Donc, c'est pas qu'est-ce qui a été absorbé. Qu'est-ce qui a absorbé? C'est qu'est-ce qui a absorbé? C'est quelle est cette matière qui a absorbé cette énergie? Vous avez une absorbance. Vous avez une absorbance, mais qu'est-ce qui a absorbé? Monsieur la lumière. Les photons. Non, mais les photons ont été absorbés. Donc là, on est dans un problème de langue. Alors, qu'est-ce qui a absorbé? C'est les molécules. Les Quelle est la molécules de la solution. Qu'est-ce qu'il y a dans... Monsieur, Oui, la oui, matière rencontrée par les radiations électromagnétiques. oui. Donc, mais la radiation électromagnétique, elle a rencontré quelle matière? Bah, la matière qui se trouve dans la cuve. Alors maintenant, vous avez une source de matière et une source, pardon, de lumière ici. Donc, ici, donc, vous mesurez donc, son intensité avant, et puis donc votre faisceau de lumière, donc il continue, il traverse donc la cuve
Et puis, donc, ça sort et vous mesurez donc l'intensité donc après. Monsieur, excusez-nous, Oui. on ne voit plus la présentation. Ah, d'accord. Donc, bon. Maintenant? Oui, on voit maintenant. Oui, monsieur. Alors, donc, je disais, donc, en fait, votre faisceau là, donc, vous avez une source de lumière, donc, vous avez quelque chose qui va vous sélectionner votre longueur d'onde, et puis, donc, vous avez votre radiation. Vous allez mesurer son intensité et de départ ici, et puis, ça continue, ça traverse. Et ça vous donne, donc, une DO. Mhm. Alors, maintenant, cette valeur d'absorbance, elle correspond à quoi? C'est-à-dire, tout simplement, quelle est la matière qui a absorbé? C'est les molécules qui sont dans la solution et la cuve elle-même. Déjà très bien, oui. Déjà très bien. Alors maintenant, il y a un peu plus que ça. Donc en fait ici, donc ça traverse ça traverse l'air. L'air aussi, donc il est fait de molécules et d'atomes. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Donc en fait, donc comme l'a dit quelqu'un d'entre vous, en fait, cette radiation, donc en fait, il va rencontrer de la matière dans tout son chemin. Oui. Entre les deux cellules photoélectriques qui vont mesurer son intensité. Donc en fait, toute la matière qui est sur son chemin, il est susceptible d'absorber. C'est-à-dire, elle est capable d'absorber. Elle peut, donc pas forcément, elle peut. Alors maintenant, donc ça dépend de ce qu'il y a, de ce qu'il y a devant. Alors maintenant, ici, vous avez de l'air. Donc l'air, elle est formée de quoi? Avant d'être. Des molécules. Oui, mais lesquelles? L'oxygène, l'azote. L'azote oxygéné. Vous avez de l'oxygène, de l'azote, donc beaucoup d'azote, un peu d'oxygène et très peu de CO2 et d'autres choses. Donc ça aussi, c'est des molécules. Alors maintenant, votre cuve, donc, aussi, elle est faite de molécules. Elle est faite de plastique ou de verre, etc. Ça aussi, c'est des molécules. C'est de la matière, en tout cas, oui. Mhm. Oui. Oui. Après, qu'est-ce que vous avez dans votre cellule? Vous avez une solution, c'est-à-dire vous avez un solvant, supposons que c'est de l'eau, mais ce n'est pas forcément que ce soit de l'eau. Supposons que c'est de l'eau dans lequel vous avez mis donc un peu de sucre, par exemple. Donc, vous avez de l'eau et des molécules de sucre là-dedans. Donc, vous avez les molécules d'eau et les molécules de sucre. D'accord? Et souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors maintenant, donc, dans ce cas que je vous explique, vous avez juste les molécules d'eau et les molécules de sucre, voilà. Et après, vous avez encore de l'air avant d'avoir donc la mesure donc du faisceau transmis. Alors, vous avez donc l'intensité du faisceau incident, vous avez l'intensité du faisceau transmis, d'accord? Oui. Et puis, votre appareil vous donne une certaine valeur d'absorbance. Il vous donne cette valeur d'absorbance en comparant les valeurs de l'intensité émise et de l'intensité transmise. C'est tout ce qu'il fait. Alors, en comparant ça, en fait, la différence, en fait, cette différence entre les deux intensités, donc, il va dépendre de toute la matière qui est devant votre faisceau. Oui ou non? Oui, monsieur. Alors maintenant, vous avez compris donc en fait que tout ce qui se trouve devant votre faisceau, donc il est susceptible d'absorber une certaine quantité de l'énergie de ce faisceau. Alors maintenant, vous, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, Seulement la matière qu'on a mis dans le cube. La cuve. non, pas ce que vous avez mis dans la cuve, beaucoup moins que ça.
Dans la cuve, vous avez mis de l'eau et du sucre, dans cet exemple, dans cet exemple que je vous ai donné. Alors, vous, si vous faites ça, ce n'est pas l'absorbance de l'eau et du sucre qui vous intéresse. Juste C'est de sucre. l'absorbance. De sucre. Voilà, donc parce que si vous faites ça, c'est pour avoir une idée sur combien de sucre vous avez dans votre solution. Donc, voilà, donc si vous faites ça, c'est pour déterminer donc, une concentration de votre sucre, par exemple, de vos acides aminés, de votre molécule que vous avez en solution d'une manière générale. Alors, vous voyez, donc c'est même pas donc là, c'est même pas l'absorbance de ce qu'il y a dans la solution qui vous intéresse. C'est l'absorbance juste d'une molécule. D'accord? Alors que l'appareil ici, donc il va vous donner l'absorbance totale. Donc en fait, il va vous donner une absorbance globale. Alors maintenant, une fois que vous avez compris ça, alors maintenant, comment faire pour avoir juste l'absorbance de la molécule qui vous intéresse? Il faut premièrement faire un témoin ou un cuve qui est avec l'eau seulement, sans sucre, et voir Pourquoi il faut faire ça? pour qu'on termine, on fait le total moins le témoin, pour savoir combien la quantité du sucre seulement. Oui, c'est ce qu'on fait. Alors maintenant, mademoiselle, donc il sait ce qu'on fait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on peut faire ça. Pourquoi? Donc en fait, votre camarade, donc il vous propose d'avoir une autre solution ici, ce qu'on appelle un témoin, c'est-à-dire donc en fait quelque chose où il n'y a pas la molécule qui vous intéresse. C'est-à-dire dans ce cas dont j'ai parlé à l'instant, par exemple, donc vous avez de l'eau et du sucre, donc il suffit de mettre de l'eau, donc pas de sucre. Donc c'est-à-dire donc il n'y a pas ce que vous intéresse, si ça va vous donner une autre absorbance. Oui, après. On ajoute du sucre. Comment? On peut régler le zéro dans la machine, peut-être? Mademoiselle, je vous arrête. Donc, en fait, il ne s'agit pas de me réciter comment on fait et sur un appareil. Donc, ce n'est pas ce qui est intéressant, mademoiselle. Ce n'est pas réciter des choses qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'on fait. Ici, il faut faire éliminer l'air qui est autour du cuve. Comment on élimine l'air? En faisant une expérience Sous? Je ne vous ai pas entendu. Pardon, donc je ne vous ai pas entendu. Donc en faisant comment? en faisant une expérience sous vide. Oui. Donc il y a des méthodes spectroscopiques où on est obligé de travailler sous vide. En spectroscopie d'absorption, donc non. Donc on peut faire plus simple. On n'est pas obligé carrément d'aller jusqu'à travailler sous vide. Alors maintenant, votre camarade tout à l'heure, donc en fait, il a proposé, donc en fait, certainement, donc on lui a déjà expliqué comment faire. Donc oui, c'est comme ça qu'on fait, mais je répète, donc en fait, ce qui m'intéresse moi le plus, donc c'est que vous compreniez pourquoi on fait comme ça et on ne fait pas autrement. Alors maintenant, donc votre camarade, il propose juste de mettre ici donc autre chose, c'est-à-dire mettre un deuxième essai, une deuxième détermination, une deuxième mesure, où il n'y a pas la molécule qui nous intéresse. Oui. Alors maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Alors pourquoi on fait comme ça? C'est ça ce qui est important et pourquoi, comment ça nous permet de déterminer la DO. Donc en fait, si dans le deuxième cas,
vous avez tout, vous avez toujours l'air, vous avez toujours la cuve, vous avez toujours l'eau et vous avez toujours ce qu'il y a. Donc, en fait, vous aurez une deuxième DO, une deuxième absorbance. La différence entre la première absorbance et la deuxième absorbance, c'est quoi? C'est l'absorbance des molécules qu'on veut savoir. Ça doit... Voilà, très bien, mademoiselle. Donc, en disant ça, vous avez supposé quelque chose. Vous êtes parti d'un postulat et d'une supposition qu'il faut vérifier. Alors, vous savez ce que vous avez supposé, mademoiselle, oui ou non? On élimine la matière indésirable. Non, non, moi, je parle à... Je ne sais pas qui c'est qui a répondu. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, donc, en fait, en faisant la différence, on a l'absorbance de la molécule qui nous intéresse. Donc, la différence entre les deux, dans ces deux cas, la différence, c'est l'absorbance de la molécule qui nous intéresse. Oui. Alors maintenant, donc, en disant ça, il y a une étape, vous avez sauté une étape, vous avez sauté quelque chose de fondamental. C'est qu'en fait, vous avez supposé que les DO, que les absorbances sont additives. Vous avez supposé, parce que si les absorbances ne sont pas additives, s'ils ne s'ajoutaient pas, vous ne pouvez pas faire cette opération de soustraction. Bien sûr. D'accord, donc c'est ça ce que vous avez supposé. Alors ça, il est fondamental. Alors, c'est parce que les absorbances sont additives qu'on peut faire ça. C'est-à-dire, donc, si vous mettez donc, quelque chose qui absorbe une DO1, vous lui rajoutez quelque chose qui absorbe une DO2, l'absorbance de l'ensemble, c'est la DO1 plus la DO2. Donc ça, il faut déjà démontrer ça pour pouvoir faire ce que vous proposez. Donc, en fait, les absorbances sont additives, c'est-à-dire elles s'ajoutent. C'est-à-dire, si vous avez une absorbance dans votre cuve, si vous lui rajoutez donc de la matière qui va absorber donc une certaine quantité d'eau, l'absorbance qui va en résulter, c'est-à-dire le résultat de tout ça va être l'absorbance 1 plus l'absorbance 2, et vous pouvez continuer comme ça, plus absorbance 3, plus etc. C'est là. On vous écoute plus, monsieur. On n'entend rien. Monsieur, on n'écoute rien. Maintenant, Oui, Oui, c'est monsieur. c'est bon? Alors, je disais donc en fait que tout à l'heure, quand je vous ai dit donc que l'absorbance que vous allez obtenir donc au tout début, c'est une absorbance globale, donc en fait de tout ce qu'il y a dans la cuve. En fait, c'est une absorbance additive, c'est-à-dire c'est l'absorbance de l'air, plus l'absorbance du plastique, plus l'absorbance de toutes les saletés que vous avez laissées sur la cuve avec vos doigts. Donc, et puis l'absorbance de l'eau, plus l'absorbance de la molécule qui vous intéresse, etc. En fait, c'est une opération ici d'addition. C'est absorbance 1 plus absorbance 2 plus absorbance 3, donc, etc. Donc, les absorbances, elles s'ajoutent. Les absorbances, elles sont additives. Alors maintenant, puisqu'ils sont additives, donc on peut très bien avoir l'absorbance d'une molécule si on a l'absorbance de la totalité. Oui ou non? Oui. On peut faire, c'est une simple soustraction. C'est une simple opération de soustraction, c'est-à-dire donc il faudra éliminer l'absorbance de tout le reste pour ne laisser que l'absorbance de la molécule. Alors maintenant, est-ce qu'on peut connaître l'absorbance de tout le reste? Oui, oui. Donc en fait, il faut préparer, comme a dit votre camarade depuis le début, il faut avoir un échantillon où il y a tout ce qu'il y avait dans l'échantillon, dans votre échantillon en premier, sauf ce qui vous intéresse, c'est-à-dire sauf la molécule que vous voulez
mesurer, donc que vous voulez doser. C'est bon? C'est ce qu'on appelle un témoin. C'est ce qu'on appelle un témoin. C'est-à-dire, donc, si vous avez dans votre cuve donc, de l'eau et du sucre, alors il suffit d'avoir donc de l'eau, tout simplement, et vous refaites la même expérience, la même mesure, ça vous donnera une mesure de DO. Vous refaites maintenant avec ce qui vous intéresse, c'est-à-dire de l'eau avec du sucre, vous aurez une deuxième DO. La différence entre les DO, ça vous donnera la DO qui correspond à la concentration de votre sucre. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Alors ça c'est pour vous faire expliquer en fait que pour toute mesure spectrophotométrique en UV visible, et même dans beaucoup de méthodes spectrophotométriques, il faut toujours ce qu'on appelle un témoin. C'est-à-dire votre mesure, vous la faites, mais en comparaison avec quelque chose d'autre qui ne contient pas la molécule ou la substance qui vous intéresse. Il faut absolument un témoin. Alors maintenant, donc, comment on fait généralement? Donc, en fait, les appareils, ils sont faits de telle manière qu'on ne va pas mesurer une première DO et on ne va pas mesurer une deuxième DO et faire l'opération de soustraction nous-mêmes. Donc, en fait, l'appareil, il est fait en quelque sorte pour régler le zéro, ce qu'on appelle le zéro d'absorbance. C'est-à-dire, donc, quand vous mettez votre témoin, quand vous voulez mesurer votre témoin, vous réglez un zéro d'absorbance. C'est-à-dire, vous dites en quelque sorte à l'appareil, donc ça, c'est à partir de ça qu'il faut mesurer. C'est-à-dire à partir de l'absorbance de l'air, de la cuve, de l'eau, c'est à partir de ce niveau d'absorbance qu'il faut mesurer. S'il y a quelque chose de plus, donc en fait, ça correspondra à ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle un réglage du zéro d'absorbance. Est-ce que c'est clair ça ou pas? C'est vrai. Très bien. Alors maintenant, donc, en fait, pour comprendre ça, donc vous avez une table, d'accord? Bon, imaginons, donc on n'est pas en amphi, donc, mais imaginons, donc vous avez cette paillasse, donc cette première paillasse, donc qui est faite pour le professeur, d'accord? Donc, et vous voulez mesurer la hauteur, entre la paillasse et le plafond. Comment vous faites? Comment vous faites? Donc, vous voulez mesurer la hauteur entre la paillasse et le plafond. Entre le haut de la paillasse, bien sûr, entre le haut de la paillasse et le plafond. Comment vous faites? Donc, c'est très simple. Vous munissez d'un mètre et puis, donc, vous mettez le zéro sur le haut de la paillasse et vous mesurez la hauteur qui sépare donc votre paillasse du plafond. C'est comme ça que vous allez faire. Oui ou non? Oui. Oui. Alors maintenant, donc, en fait, donc, il y a une autre manière de faire. Vous pouvez mesurer donc la hauteur du sol jusqu'au plafond et mesurer la hauteur du sol jusqu'à la surface, le niveau supérieur de votre paillasse. Et vous allez faire la soustraction. Oui ou non? Oui. Alors maintenant, ces questions d'absorbance, c'est quelque chose qui s'apparente un peu à ça. Donc en fait, vous avez l'absorbance totale, c'est-à-dire vous avez la hauteur totale, et puis vous avez la hauteur de ce qui ne vous intéresse pas, et puis il faudra déterminer la hauteur de ce qui vous intéresse. Alors pour ce faire, vous mettez le zéro de votre mètre, vous ne le mettez plus au niveau du sol, vous le mettez sur le niveau supérieur sur la surface de votre paillasse. C'est comme ça que vous faites. Oui ou non? Oui. Alors maintenant, pour les DO, c'est exactement la même analogie, la même chose, c'est-à-dire vous allez mettre le zéro, votre zéro de mesure, vous allez le mettre au niveau qui vous intéresse. C'est-à-dire, le niveau qui vous intéresse, c'est-à-dire, c'est le niveau d'absorption de
de tout ce qui est, enfin, c'est le zéro, ça va correspondre à l'absorbance de tout ce qui ne vous intéresse pas. Et puis, vous allez commencer à mesurer s'il y a une absorbance ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le zéro d'absorbance. J'espère que c'est clair pour vous, donc, cette question de zéro d'absorbance. Oui ou non? Oui, Oui, monsieur. Oui. Bien. Alors maintenant, on peut faire comme ça, on peut avoir donc cette manière, donc cette petite astuce pour déterminer les absorbances. On n'entend rien, monsieur. Donc, et c'est d'accord. Si on n'a rien entendu. Maintenant, Ça marche maintenant. oui, c'est ça. alors maintenant, je disais, donc en fait, si on peut avoir recours à cette astuce pour déterminer les absorbances qui correspondent à une molécule donnée, à une substance donnée, au milieu d'un ensemble de molécules, c'est parce que les absorbances sont additives. C'est bon? Oui. Oui, Très bien. monsieur. Alors maintenant, donc, vous avez compris donc, le principe. Donc, il faut toujours préparer ce qu'on appelle un zéro, un témoin. Et Témoin. ce témoin, il va nous permettre de caler le niveau zéro sur son absorbance. Oui. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, donc, on va revenir à une autre question. Maintenant, vous faites votre absorbance, vous avez l'absorbance de vos témoins, vous réglez le zéro à ce niveau-là, vous mettez votre échantillon, vous avez une absorbance qui correspond juste à la molécule qui vous intéresse. Alors, cette absorbance, donc, c'est un chiffre, vous avez fait attention, vous avez bien compris ce qu'il faut faire, vous avez une absorbance qui est inférieure à 1, donc c'est très bien, il n'y a aucun problème. Donc, vous avez par exemple une absorbance de 0,35. Qu'est-ce que ça signifie? Comment passer maintenant de cette absorbance à la concentration? Parce qu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est la quantité de matière. Ce n'est pas la DO en elle-même. Voilà, donc si vous faites tout ça, c'est pour déterminer une certaine quantité de matière. C'est ça à quoi ça sert, donc la spectrophotométrie UV visible. C'est pour déterminer une quantité de matière, c'est-à-dire une concentration. Alors maintenant, comment passer de la DO? Votre appareil il va vous donner une absorbance, c'est-à-dire une DO, et ce qui vous intéresse, vous, c'est la concentration. Alors, comment faire? Monsieur? En appliquant la loi de Beer-Lambert. Donc, très bien. Alors, très bien. Donc, en fait, la loi de Beer-Lambert, donc ça vous donne la relation qui lie la DO à la concentration. La DO, c'est epsilon fois la concentration fois le chemin optique. D'accord? Donc, vous avez la DO, vous avez le chemin optique parce que vous avez la cuve, donc vous pouvez mesurer. Donc, c'est généralement de 1 cm. Donc, il est de 1 cm pour faciliter le calcul. Et puis, il vous manque quelque chose dans cette équation. Pour avoir la concentration, il faut connaître la DO, il faut connaître le chemin optique. Ça, c'est. Il vous Le faut coefficient. l'extinction molaire. Est-ce que vous le connaissez? Non, monsieur. On va le chercher. Alors, dans ce cas-là, donc, déterminer la concentration à partir de la concentration, à partir donc, de la DO, directement de la DO, donc en appliquant la loi de Beer-Lambert, donc ce n'est pas possible. Ça ne sera pas possible comme ça. Alors, comment faire? Comment faire?
Alors maintenant, donc, comment on fait? Donc c'est très simple. Donc c'est en fait c'est ce qu'on appelle, on prépare ce qu'on appelle une gamme étalon. C'est-à-dire, on va prendre la substance qui nous intéresse. Donc ici, dans le cas où l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est un sucre. Vous allez prendre votre sucre, vous allez préparer différentes concentrations de les DO. Monsieur, Oui. on n'entend rien. L'écran s'est bloqué. Maintenant, Oui, c'est bien. Bon, monsieur. alors je disais, donc en fait, si on ne connaît pas le coefficient d'extinction molaire, donc utiliser la loi de Beer-Lambert pour déterminer la concentration à partir de la DO, donc ça ne sera pas possible. C'est bon, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Oui, Alors monsieur. maintenant, comment on fait? Donc, c'est qu'on prépare une gamme étalon, ce qu'on appelle une gamme étalon, c'est-à-dire une série de concentrations connues de votre substance. Dans l'exemple que je viens de donner, donc en fait, c'est du sucre. Donc, vous allez préparer différentes concentrations de ce sucre-là. Vous allez mesurer la DO de la même manière que vous l'avez fait pour votre échantillon. D'accord? Vous allez avoir donc vous allez avoir une droite puisque la concentration, puisque l'absorbance elle est proportionnelle à la concentration. Vous allez avoir une droite. Alors maintenant, une fois que vous avez cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la droite d'étalonnage. Donc, une fois que vous avez cette droite-là, donc vous avez l'ADO ou l'absorbance de votre échantillon qui est quelque part ici. Alors, vous allez projeter l'absorbance sur l'axe, vous faites l'absorbance que vous avez obtenue et vous allez chercher la concentration Correspondant. correspondante. Et c'est la concentration de votre échantillon. C'est-à-dire, on passe par une autre astuce. Si on n'a pas le coefficient d'extinction molaire, on passe par la gamme étalon. C'est-à-dire, il faudra, donc si vous voulez doser du sucre dans votre sang, par exemple, donc vous préparez votre échantillon et puis donc vous allez prendre le même sucre, c'est-à-dire du glucose, par exemple, pur. Vous allez préparer une série de concentrations connues parce que c'est vous qui les préparez. Puisque c'est vous qui les préparez, donc vous allez préparer une solution qui est à 0,2, à 0,4, à 0,6 molaire. Et puis, pour chacune de ces solutions, vous allez mesurer sa DO. Et puis, ça va vous donner une courbe, ça va vous donner une droite. Et puis, vous allez amener maintenant l'échantillon, l'absorbance de votre échantillon qui correspond au sucre dans votre sang. Donc, vous avez mesuré son absorbance. D'accord? Vous avez une valeur d'absorbance, c'est-à-dire une valeur de DO, et vous allez chercher la concentration qui lui correspond. Et vous avez la concentration de votre sucre dans votre échantillon. Est-ce que c'est clair ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, donc, si vous avez compris ça, donc il reste 2 points à clarifier. Alors le premier, c'est qu'en fait, en spectroscopie visible, ce qui absorbe est forcément coloré. Ça va de soi. Donc, si vous voyez des couleurs, donc c'est parce que donc la matière, il y a certaines matières qui a absorbé certaines radiations et qui n'a pas absorbé d'autres. Donc, en fait, l'absorbance dans le domaine du visible correspond à une couleur. Oui, oui ou non? Oui. Bien sûr.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas mesurer une absorbance de quelque chose qui n'a pas de couleur. Ça veut dire que l'exemple que je vous ai donné depuis tout à l'heure, c'est un exemple qui est complètement aberrant. Ça veut dire si vous mettez un peu de sucre dans l'eau, donc tout ça, ça reste transparent, il n'y a aucune couleur, vous ne voyez aucune couleur, donc vos yeux ne détectent aucune couleur. Donc ça veut dire que vos yeux ne détectent déjà aucune absorbance. Ça veut dire que le spectrophotomètre, votre machine aussi, ne verra rien, c'est-à-dire il ne mesurera aucune absorbance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul ce qui est coloré, ça veut dire que seul ce qui est coloré peut aboutir à une certaine absorbance d'une lumière visible. C'est quelque chose que vous pouvez déjà tester avec vos yeux, c'est-à-dire si vous avez une solution qui n'est pas colorée, donc soyez sûr que vous n'allez rien avoir au spectrophotomètre dans le domaine de l'absorbance visible. C'est-à-dire, donc déjà, vos yeux ne détectent rien, le spectrophotomètre aussi ne détectera rien. Alors maintenant, comment faire? La majorité des molécules, en fait, la majorité des molécules ne sont pas colorées. La majorité des molécules ne développent aucune couleur, c'est-à-dire ne présentent aucune couleur, ne présentent aucune absorbance dans le domaine du visible. C'est-à-dire la majorité de la matière, en fait, la plus grande majorité des molécules, des substances de la matière, en fait, n'absorbe pas la lumière visible. Voilà ce que ça veut dire. Si vous mettez un sucre dans de l'eau, vous ne voyez pas de couleur. Si vous mettez un acide aminé aussi, vous allez pas voir vous allez voir aucune couleur. Donc, en fait, seules certaines substances, d'ailleurs, qu'on appelle pigments, seules certaines substances qu'on appelle pigments, donc vous pouvez les mettre dans une solution et ça donne quelque chose de coloré. Donc, ces substances, c'est très, 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 très peu par rapport au nombre de molécules qui existent. Donc, si vous mettez une protéine dans l'eau, donc vous n'allez rien voir. C'est incolore. Alors maintenant, donc, puisque la majorité des substances n'interagissent pas avec la lumière visible, est-ce que ça veut dire que l'utilisation de cette spectroscopie UV visible donc, est très, 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 très limitée, très restreinte? Est-ce que ça veut dire qu'elle est restreinte juste à ces molécules donc, de pigments ou peut-on se débrouiller autrement? Ou y a-t-il une solution à ce problème? On peut se débrouiller autrement. Oui, donc certainement. Donc si cette méthode est largement utilisée, oui, donc on peut à coup sûr prétendre que c'est possible. Alors maintenant, comment on fait? Comment on fait? Alors maintenant, donc, en fait, vous avez presque la réponse. Donc, il suffit d'y réfléchir 2 minutes. Donc, si vous n'avez pas quelque chose de coloré, donc il faudra le colorer. Il faut le colorer. Donc voilà, il faut le colorer, il faut se débrouiller pour que ça développe une couleur. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez mesurer donc, une quantité de sucre dans une solution aqueuse, ça ne pourrait pas se faire comme ça. Et c'est le cas de la majorité des molécules. C'est-à-dire il faut se débrouiller par une réaction chimique. C'est-à-dire il faut rajouter à cette solution où vous avez du sucre et vous avez de l'eau, vous avez du sucre dans l'eau, il faut lui rajouter quelque chose qui va interagir, enfin pas interagir cette fois-ci, mais réagir. Donc quelque chose qui va réagir avec votre sucre. Mais cette réaction, le résultat de cette réaction, c'est quelque chose de coloré.
Donc, c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire on ajoute des réactifs, c'est ce qu'on appelle des réactifs. Donc, en fait, ces réactifs-là, vous les ajoutez dans vos solutions, en fait, pour avoir des complexes colorés avec la matière que vous voulez doser, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez maintenant compris la difficulté et vous avez également compris l'astuce. C'est-à-dire, pour mesurer une quantité de sucre dans de l'eau, par exemple, avec une méthode spectrophotométrique, ce n'est pas possible comme ça, parce que donc il n'y a aucune couleur, donc il n'y aura aucune absorbance dans le domaine du visible, donc il n'y aura aucune interaction avec la matière, avec les ondes électromagnétiques, donc du domaine du visible. Donc ce qu'on fait, donc c'est qu'on va provoquer, on va faire une réaction chimique, c'est-à-dire on va rajouter des réactifs qui vont réagir avec votre sucre, et le résultat de cette réaction, c'est quelque chose de coloré. Alors là aussi, donc il y a une autre condition, c'est qu'en fait, il faut que le résultat de cette réaction-là soit proportionnel à la quantité de la molécule en question. C'est-à-dire, vous avez du sucre, il faudra que le résultat de la réaction, c'est-à-dire ce complexe coloré que vous allez obtenir après réaction, il faudra que son absorbance soit également proportionnelle à la concentration de votre sucre. Sinon, donc, ce n'est plus possible. Donc, voilà. Donc, mais au moins retenez qu'il faut ajouter des réactifs pour avoir une réaction chimique qui va vous donner, en fin de compte, un complexe entre la molécule qui vous intéresse et les réactifs. Et ce complexe-là, il va être coloré. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une absorbance et que cette absorbance-là va être reliée à la quantité de votre matière qui vous intéresse. Est-ce que cette astuce est comprise? Monsieur, s'il vous plaît, pour les réactifs qu'on va y ajouter, ça sera des colorants ou quoi? Non, ce n'est pas forcément des colorants. Donc, en fait, vos réactifs peuvent être incolores. D'accord? Mais la réaction, le résultat de la réaction, c'est-à-dire vous allez ajouter une autre substance qui va réagir, c'est-à-dire, donc, par exemple, dans le cas du sucre, on peut rajouter de l'acide sulfurique, par exemple. Donc, l'acide sulfurique va réagir avec votre sucre, mais le résultat de cette réaction, ni l'acide sulfurique est coloré, ni le sucre est coloré, mais le résultat de la réaction, il est coloré. C'est-à-dire, les produits de la réaction ont une couleur. Sont colorés. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est clair, merci. Donc, ce n'est pas forcément que ce soit un pigment, mais ça peut être aussi une substance colorée dès le départ. C'est bon? Est-ce que cette astuce est claire? Oui. C'est clair. Oui? Monsieur, est-ce que ce réactif il va donner un influx sur la mesure de la DO? Non, Ça veut mais dire qu'elle va changer la valeur de la DO? non, en fait, vous avez compris, vous n'aurez pas de DO au départ. Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, depuis le début de cette séance, donc est faux. Je vous l'ai dit comme ça pour des besoins pédagogiques. Donc, c'est pour que vous compreniez déjà le zéro d'absorbance, etc. On a commencé comme ça. Alors maintenant, je vous dis maintenant que si vous faites comme ça, vous n'aurez pas de DO, vous n'aurez pas d'absorbance, carrément, parce que rien n'est coloré. D'accord? Oui. Alors maintenant, donc on fait la méthode spectrophotométrique, donc il faudra utiliser un réactif qui va réagir avec votre molécule et que le résultat de la réaction donc est une absorbance dans le domaine du visible et que ça soit proportionnel à la concentration, c'est-à-dire il faudra garder cette proportionnalité, sinon donc ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi donc il faut développer des méthodes de dosage. Donc, c'est ce qu'on appelle les méthodes de dosage, c'est-à-dire ça, vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Il y a des manières qui marchent, il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Et celles qui marchent,
c'est ce qu'on appelle une méthode de dosage. Donc, si vous avez donc une méthode de dosage des acides aminés, c'est parce que des scientifiques ont cherché comment faire pour doser ces acides aminés avec en spectroscopie UV visible, mais avec cette astuce que je vous ai expliquée, c'est-à-dire utiliser un réactif qui va réagir avec les acides aminés. Préférentiellement, il ne faut pas que ça réagisse avec autre chose. Si vous avez autre chose dans votre solution, il ne faudra pas qu'il y ait autre réaction avec d'autres molécules. Donc, il faut que ça soit spécifique. Et puis, donc, après que ça soit spécifique, il faut qu'il y ait une absorbance dans le visible. Et après qu'il y ait une absorbance du visible, il faut que ça soit proportionnel à la concentration en acide aminé. Donc, en fait, c'est toutes ces conditions-là qui font que, en fait, ce n'est pas évident d'avoir une méthode de dosage. Et ce sont des méthodes de dosage qui sont mises au point par beaucoup de travail et par beaucoup de recherches scientifiques. C'est bon? D'accord, monsieur. C'est clair? Donc, en fait, ça, on peut passer à autre chose? Oui. Oui. Alors maintenant, il reste juste un dernier point. Un dernier point. Alors, si vous faites cette mesure, donc peut-être je vais revenir sur la première figure. Oui. Voilà, donc je vais revenir ici. Donc, si vous faites ça, donc en fait, ici, vous le faites avec une longueur d'onde bien déterminée, c'est-à-dire avec une radiation bien précise. C'est Oui. bon? Alors maintenant, quelle est cette radiation? Quelle est la radiation qu'il faut choisir? Comment choisir cette radiation? Ici, dans la lumière UV visible, ce sont des radiations qui ont des longueurs d'onde entre 200 jusqu'à 800 nanomètres. Alors maintenant qu'il faut le faire à 575 nanomètres et pas une autre longueur d'onde. Alors maintenant, quelle est la longueur d'onde qu'il faut choisir pour cette mesure? Pour une mesure donnée. Entre 400. Non, mais le domaine du visible, c'est 400-800 nanomètres. Oui, on est d'accord. Alors maintenant, quelle est celle que vous allez utiliser pour votre mesure? On mesure une DO, on mesure une absorbance à une longueur d'onde déterminée. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. C'est-à-dire, quand vous allez mesurer votre DO, donc vous n'allez pas la mesurer comme ça. Donc, il faudra bien choisir la longueur d'onde. C'est-à-dire, il faut bien choisir la radiation. Il faut bien choisir l'onde électromagnétique que vous voulez utiliser. Monsieur, est-ce qu'on va choisir une longueur d'onde qui correspond à la couleur de la solution? Ou bien à la couleur de la solution de la cuve, Oui, en principe, ça correspond à ce que vous dites. Mais comment on fait? Comment on va faire? Alors, vous allez m'excuser 30 secondes. Donc, juste, je branche mon ordinateur. Donc, il est presque à plat. D'accord? Alors maintenant, comment choisir cette longueur d'onde? Alors maintenant, si vous avez une substance, n'importe laquelle, donc vous mesurez ces absorbances depuis 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres, c'est-à-dire en faisant ça
point par point, c'est-à-dire longueur d'onde par longueur d'onde. Vous mesurez son absorbance à 400, vous mesurez son absorbance à 401, 402, 403, 501, etc. Donc, de 400 jusqu'à 800. Vous allez également obtenir une courbe. Oui ou non? Vous allez obtenir une courbe des absorbances en fonction de quoi? De la longueur d'onde. Longueur d'onde. Vous allez avoir des absorbances en fonction des longueurs d'onde. Alors, c'est ce que vous avez là, par exemple. Donc, juste entre 240 jusqu'à 320. C'est ce que vous avez également là. Entre 400 jusqu'à 700, vous avez l'absorbance d'une substance donnée. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les spectres d'absorption. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Spectre d'absorption. Voilà, donc je viens de le dire, donc ça s'appelle des spectres d'absorption. Donc en fait, je vous les fais répéter pour que vous le reteniez, tout simplement. Alors en fait, donc si vous avez un spectre d'absorption, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez en fait qu'il y a bien des endroits où votre substance absorbe. Vous avez des absorbances, d'accord? Et puis vous avez des endroits où votre substance n'absorbe pas, ou presque pas. Et puis vous avez des endroits, c'est-à-dire des longueurs d'onde où votre substance absorbe, mais il absorbe faiblement. Et puis vous avez des endroits où votre substance absorbe et absorbe fortement. Alors maintenant, donc, si vous voulez mesurer une certaine, les concentrations de votre substance, il faudra les mesurer là où il absorbe le plus. Il faudra utiliser la longueur d'onde où il absorbe le plus. Oui. Alors maintenant, ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser une autre longueur d'onde, par exemple celle-là, pour mesurer l'absorbance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser celle-là. À chaque fois que votre substance absorbe, même s'il absorbe faiblement, vous pouvez utiliser cette longueur d'onde pour la détermination des concentrations de vos substances. Alors, ce que vous ne pouvez pas utiliser, bien sûr, c'est les longueurs d'onde où il n'y a aucune absorption, où votre substance n'absorbe pas du tout. Mais à chaque fois que vous avez une longueur d'onde où ça absorbe, même faiblement, vous pouvez l'utiliser pour mesurer l'absorbance. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la longueur d'onde de l'absorption maximale. C'est bon? Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est de prendre la longueur d'onde d'absorption maximale. Alors maintenant, donc, je vous laisse avec cette question-là. Pourquoi? Pourquoi utilise-t-on la longueur d'onde d'absorption maximale ici? C'est-à-dire ici, vous avez donc 600, on va dire 670, peu importe, donc ici 670. Donc pourquoi va-t-on prendre la longueur d'onde à 670 pour mesurer donc la concentration de cette substance-là? Pourquoi on ne va pas utiliser celle-là? Par exemple, 630 ici, ou 620. Pourquoi c'est mieux ici? Donc, en fait, je vous ai déjà dit qu'en fait, que c'est possible d'utiliser n'importe quelle longueur d'onde qui donne une absorption. Ce qu'on ne peut pas utiliser, ce sont les longueurs d'onde qui ne donnent aucune absorption. D'accord? Oui. Alors maintenant, pourquoi? Vous allez retrouver donc partout qu'on va utiliser, on vous dira qu'on va utiliser la longueur d'onde qui va donner l'absorption maximale.
je vais arrêter là avec cette question. Monsieur? Comment? Vous allez y réfléchir. Donc, vous allez réfléchir à cette question. Donc, et on va arrêter la séance d'aujourd'hui à ce niveau-là. Essayez de réfléchir à cette question. Ça sera peut-être une question d'examen. D'accord, monsieur. Pardon, monsieur. Monsieur. Oui, donc voilà, donc les examens vous font réagir toujours. Oui. Je vous Et le écoute. lien entre, j'ai pas bien compris comment on fait le lien entre le DO et la concentration si on Alors, donc, en fait, vous avez compris pourquoi on ne peut pas utiliser la loi de Beer-Lambert. Parce qu'on ne connaît pas le coefficient d'extinction moléculaire. Alors, comment on fait? C'est-à-dire, en fait, on va déterminer le coefficient d'extinction molaire, tout simplement. Sauf que, en fait, la gamme étalon, c'est une détermination du coefficient d'extinction molaire. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc ça aussi, vous allez y réfléchir. Donc, en fait, ici, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des solutions de concentration connues. C'est vous qui allez les préparer. Donc, supposons que vous voulez doser un acide aminé. Donc, vous allez prendre de l'acide aminé pur. Et puis, vous allez prendre des solutions avec des concentrations différentes, c'est-à-dire 0,2 molaire, 0,4 molaire, 0,6 molaire, par exemple, dans cet exemple-là. Et dans chaque solution, donc, quand vous allez mesurer sa DO, ça va vous donner une certaine DO, une certaine absorbance. D'accord? Et tout ça, donc, elle est linéaire. Donc, ça, on le sait que c'est linéaire, donc ça va vous donner une droite. Donc, c'est ce qu'on appelle la droite d'étalonnage. Alors maintenant, une fois que vous avez ça, vous avez également la DO, de votre échantillon, oui ou non? Sauf que vous n'avez pas pu en déduire directement la concentration, mais vous avez la DO puisque vous pouvez la mesurer, la DO de votre échantillon, oui. Alors maintenant, donc, vous allez reporter la DO que vous avez dans votre échantillon sur cette courbe-là, et vous allez déterminer donc là la concentration correspondante. Et vous l'avez sur l'axe des X ici, donc vous avez la concentration qui correspond à la DO que vous avez dans votre échantillon, et c'est la concentration de votre substance, pas dans les solutions que vous avez préparées, bien sûr, mais la concentration de votre substance dans votre échantillon, puisque c'est la DO de votre échantillon. Est-ce que c'est clair? D'accord, oui, monsieur. Très bien. Mais c'est le cas où la concentration est connue. Mais il vous faut des solutions de concentration connues. Ah, il vous le faut. D'accord, monsieur. Pour avoir cette droite, il vous faut déjà des solutions de concentration connues. C'est ce qu'on appelle une gamme étalon. Et une fois que vous avez ça, vous mesurez leur DO, ça va vous donner une droite. Et puis, à ce moment-là, vous allez amener la DO de votre échantillon inconnue. Et vous allez la projeter sur la droite et ça va vous donner une concentration. D'accord, monsieur. Ah, d'accord, monsieur. Alors là, la deuxième question ici, en faisant ça, en fait, ça, c'est quelque chose qui vous donne le coefficient d'extinction molaire, tout simplement. Donc, mais on ne détermine pas le coefficient d'extinction molaire pour revenir utiliser la loi de Beer-Lambert. Mais c'est possible aussi de le faire. Ici, donc, vous avez la réponse. Donc, je viens de le voir qu'il est sur la courbe. Donc, je ne vous pose plus cette question. Donc, le coefficient d'extinction molaire, donc, en fait, c'est la DO ici sur la concentration, sur l'intervalle de concentration. Ça vous permet de déterminer le coefficient d'extinction molaire. Et une fois que vous déterminez le coefficient d'extinction molaire, vous pouvez également utiliser la loi de Beer-Lambert. Sauf qu'on ne fait pas comme ça parce qu'en fait, c'est un double travail. Une fois qu'on a cette courbe, il suffit de projeter la DO de votre échantillon. Il suffit de projeter la DO de votre échantillon pour avoir la concentration. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Sur ce, donc cette séance est finie et on continuera
vendredi donc, sur la spectroscopie infrarouge. Merci infiniment, monsieur. Bien, allez, au revoir et Merci, à monsieur. Au revoir. vendredi.